Bon, je pense qu'on va commencer parce que il est 20h05 et qu'on est déjà une dizaine dans le channel. Donc, ah bah, il y a Phenom qui s'est connecté. Salut Phenom. Bon, du coup, c'est parfait. On va pouvoir. Non, quoi. Ça va et toi? Ouais, tranquille, tranquille. Bon, bah écoute, c'est parfait. On va dire que tu marques le début de la présentation. Donc, ce que je propose de faire pour essayer de pas que ce soit juste moi qui monopolise la parole, c'est que je vais me présenter, je vais faire ma présentation de la préface et du premier chapitre. J'ai lié la préface et le premier chapitre parce qu'il est assez court, donc je pense que même s'il est dense, je pense que ça ira bien pour une séance déjà. Et après, bah, ce que je propose, c'est qu'on discute, enfin que vous me donniez vos avis. Et vu que je vois qu'on a au moins donc Ben Bobu, j'imagine que c'est Benoît Bunel, donc qui est quand même Oui, tout à voilà, fait. donc qui est quand même un des auteurs de la Verte Critique. Donc j'ai de la chance de t'avoir ici. Je te remercie d'être venu. Et je me dis, bah, tu pourras donner ton avis sur ma présentation. Si j'ai dit des choses fausses ou à préciser, bah, tu pourras corriger le cas échéant. Mais bon, voilà. Et donc après, on fera une discussion dessus. Donc moi, pour me présenter, ah bah il y a Ivan qui s'est connecté. On va laisser le temps à Ivan de, on va laisser le temps à Ivan de se connecter. Après, je vais me présenter. Bon, quoique Ivan, je vais déjà parler, il sait déjà qui je suis a priori, donc je vais commencer à me présenter maintenant. Donc, moi, je me présente, donc j'ai 24 ans, je suis en Master 2 de recherche en histoire contemporaine à Paris 1. J'ai commencé, on va dire, en lecteur de Marx quand j'étais en licence d'histoire. Et par la suite, je suis allé, depuis le marxisme, on va dire, traditionnel, pour reprendre ce qu'on dirait Moïse Postan, je suis allé vers des gens un peu plus critiques du marxisme traditionnel, donc notamment les situationnistes. J'ai beaucoup appris de ma lecture de Debord. Et en fait, de Debord, je suis allé à la Verte Critique. Je pense que je sais pas exactement ça fait combien de temps, mais enfin bon. Je suis arrivé à la Verte Critique par le livre d'Anselme Jabs sur Guy Debord. Et donc de là après, j'ai lu Les Aventures de la marchandise, La société autophage, Le manifeste contre le travail de Virus Illustribus, Ne travaillez jamais, L'exhumation des dieux, Symptômes contemporains du capitalisme spectaculaire et Jaggernaut 3. J'ai lu un tiers de la grande dévalorisation, mais il me manque encore les 2 tiers restants. Et donc j'ai entamé cette lecture de La substance du capital, donc de Robert Kurz, dont je n'avais lu que des articles sur Palimsao pour l'instant. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une présentation ici. D'abord avec ce serveur qui est à la base d'un petit groupe qu'on a à part, mais aussi de l'ouvrir à d'autres personnes qui seraient intéressées pour participer à cette présentation sur Robert Kurz et aux discussions qui pourraient s'en suivre. Donc, je pense que sans plus tarder, on va pouvoir aller dans le vif du sujet. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Robert Kurz, c'est un Allemand qui, si je ne m'abuse, a vécu toute sa vie à Nuremberg, né en 1943. Il me semble qu'il a fréquenté peut-être un temps l'université pour des études supérieures, mais je suis même pas sûr. Mais ce que je peux affirmer avec certitude en revanche, c'est qu'il a toujours refusé d'intégrer l'université. Je pense par souci de rigueur personnelle. Je crois que c'est ce qui est indiqué dans la préface, en tout cas par Anselme Jab, pour ne pas aller dans la tentation qui est un petit peu le conformisme de l'université. Et bon, de toute façon, si l'université en Allemagne fonctionnait comme celle en France, ce ne serait pas possible, en tout cas pas en histoire, de déployer les thèses que déploie Robert Kurz. En 1986, il fonde la revue Critique marxiste avec un certain nombre de ses comparses, des noms bien connus de la critique de la valeur. Je pense notamment à Norbert Trenkle et Ernst Loroff. Et finalement, il y a une scission dans le groupe en 2004, et donc il fonde avec notamment Rosita Scholz, théoricienne de la valeur en dissociation, de la revue Exit, et donc qui met en avant la partie dissociation comme fondement de la valeur,
je reviendrai dessus ultérieurement. Il y a plusieurs remarques importantes à évoquer, je trouve. Je vais suivre le plan d'Anselm Japp, hein. C'est-à-dire que là, quand je vous présente les choses, je vous présente les choses dans l'ordre dans lequel Anselm Japp les présente dans la préface du livre. Voilà. Je me suis dit que ce serait encore la manière la plus logique de rendre honneur à la chose. Je vais vous présenter, on va dire, ce qui m'a semblé être les principaux éléments de cette préface et donc de la pensée de Robert Kurtz. Alors déjà, je trouve qu'il dit quand même quelque chose d'intéressant dès les premières pages parce que Robert Kurtz, c'est quelqu'un qui affirme que la théorie ne doit pas être la servante de la praxis et elle ne doit pas courir après chaque mouvement social. Et alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à gauche. On a très très peu de critiques des mouvements sociaux eux-mêmes venant des intellectuels de gauche et même au-delà de ça. C'est vrai qu'on a des théories qui ont plutôt tendance à essayer de confirmer le mouvement ou enfin, en tout cas d'aller dans le sens dans lequel elle va. Donc rien que le fait que Robert Kurtz pense que pour qu'une critique reste réellement radicale, elle doit justement être séparée du mouvement social est quand même une posture déjà intéressante en elle-même. Et bon, pour continuer la présentation pour ceux qui ne sont pas habitués à la critique de la valeur, il faut savoir donc que Robert Kurtz s'identifie deux versants, on va dire, de la théorie marxiste en tant que telle, ce qu'il a appelé le Marx exotérique et le Marx ésotérique. Donc, pour les présenter rapidement, le Marx exotérique serait en quelque sorte celui... Alors Ben, on entend les scooters dans ton micro. Ah pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Donc le Marx exotérique, c'est celui qui fait une critique de son temps, c'est-à-dire qui fait une critique des classes comme il peut les observer se déployer dans la société dans laquelle il vit, donc le prolétariat et la bourgeoisie principalement, qui est dans la continuité de la pensée des Lumières, dans la centralité de la lutte des classes, et qui finalement n'est pas dans les critiques, on va dire, des catégories capitalistes elles-mêmes. Et c'est là où le Marx ésotérique donc est intéressant, c'est que lui, plutôt que de s'attaquer à l'aspect le plus phénoménal du capitalisme, il s'intéresse plutôt à ces catégories, donc c'est-à-dire les fondements du capitalisme, que sont les catégories du mode de production, la valeur, la marchandise, le travail, catégorie centrale du capital, et voilà, la marchandise, l'État, les nations, tout ça, ce sont des catégories issues de la société moderne. Et que Marx critique aussi, mais de manière plus floue dans sa théorie. Enfin, pas floue, mais bon, disons que c'est moins clair. Il change de position dans certains moments. Il y a un très bon article dans Juggernaut 3 qui parle de l'évolution du concept de travail chez Marx, qui explique que peut-être la vision la plus radicale en fait qu'en avait Marx du travail, ce serait dans les manuscrits de 44, et que déjà dans les Grundrisse et même après dans le Capital, il y aurait quand même une forme d'ontologisation du travail qui serait définie comme une catégorie transhistorique, alors qu'elle est en fait contingente à la modernité. Et ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est que, et ça aussi, il y a un article très intéressant à ce sujet dans Juggernaut 3, c'est que la manière dont Kurtz aborde le travail, mais donc de manière très avant-gardiste dans les années 90, elle est aussi reprise dans certaines sciences sociales, notamment, je pense, en anthropologie, où il y a pas mal d'anthropologues qui se sont attelés à montrer que la forme moderne d'organisation, le travail, n'est pas une forme qui a toujours existé, et particulièrement que la rétro-projeter sur des sociétés pré-capitalistes ou qui n'étant pas encore, en tout cas intégrées au mode de production capitaliste, n'est pas une grille de lecture pertinente. Donc ensuite, je vais revenir sur quelques remarques donc, qui sont mises en valeur par Anselm Japp dans la préface directement. Donc d'abord l'inversion entre l'abstrait et le concret. Donc qu'est-ce que Robert Kurtz entend par là? En fait, il entend par là que
la valeur en tant que processus total organisant la production implique que les travaux concrets sont au service d'un process de valorisation abstrait et non pas l'inverse. On a souvent tendance à penser dans les théories économiques classiques que le but de n'importe quel agent économique, pour reprendre les termes, serait de satisfaire un besoin quelconque, soit par le biais d'un bien, soit par le biais d'un service. Kurtz affirme, lui, que c'est l'inverse, et que dans le capitalisme, la valeur qui donc prend une forme visible dans l'argent inverse le rapport concret abstrait. Et que là où il va plus loin, c'est que il affirme même que les hommes se sacrifient face à des abstractions réelles desquelles ils croient dépendre. Donc là, on arrive en fait à la logique principale de Kurtz, qui est la logique des rapports sociaux fétichistes, et notamment le fétichisme de la marchandise. Donc, pour donner une définition, on va dire, un petit peu formelle du fétichisme de la marchandise, je pourrais citer le livre en disant un rapport fétiche marchand, c'est un rapport où les hommes entretiennent entre eux des rapports entre les choses. Donc, des rapports entre les choses dans la mesure où quand ils sont sur un marché, ils ont simplement l'impression d'échanger des choses, des objets, des marchandises, donc qui auraient pour données naturelles, intrinsèques, une valeur, et par conséquent, acheter et vendre des marchandises sur un marché serait quelque chose de tout à fait naturel. Alors qu'en réalité, ce que dit Marx, c'est que et ce que dit donc Robert Kurtz, c'est un rapport qui est historiquement construit, et un rapport qui met en réalité en jeu tout un process de valorisation où l'on quantifie la valeur d'une marchandise par rapport au temps de travail qui a été socialement nécessaire à sa production. Ainsi, la deuxième remarque importante que fait Kurtz, c'est que les classes sociales qui étaient donc analysées par le Marx exotérique apparaissent en fait non comme les classes moteurs de l'histoire, comme c'est un petit peu pensé en matière de lutte des classes, mais comme les exécuteurs, je cite, d'une logique anonyme qui les dépasse et dont elles n'ont pas une conscience claire, parce qu'elle apparaît justement comme un rapport naturel entre les choses. Et c'est pour ça qu'il dit les classes ne constituent pas les causes ultimes de la dynamique capitaliste, elles-mêmes sont agies plutôt qu'acteurs. Donc ça, c'est la première théorie importante. C'est, disons, celle qui stipule que oui, il y a une domination au sein du rapport capitaliste de la bourgeoisie sur le prolétariat, mais que même les dominants sont eux-mêmes sous l'emprise de leur catégorie fétichiste de pensée. Et c'est intéressant parce que justement, il y a beaucoup d'anthropologues qui, quand ils étudient des sociétés précapitalistes ou des sociétés antiques, par exemple, ou médiévales, en arrivent aux mêmes conclusions. Et c'est pour ça qu'on peut faire un peu le rapprochement avec le fétichisme religieux. Maurice Godelier, dans un de ses livres, il disait que dans la vague rationaliste des Lumières, on a eu tendance à penser qu'il y avait eu ce qu'on appelait le complot des prêtres. C'est-à-dire qu'en gros, l'Église aurait été en fait tout à fait informée que Dieu n'existait pas, mais les prêtres auraient décidé de cacher ça pour maintenir leur domination. Et Godelier dit que c'est absolument faux et qu'en fait la lecture qu'il faut avoir, ce serait plutôt que les gens de l'Église croyaient eux-mêmes en Dieu et étaient donc de fait dans une relation fétichiste par rapport à des objets dans lesquels ils ont rétroprojeté leur qualité humaine, et notamment Dieu, mais qu'on ne peut pas parler vraiment de complot des prêtres. Bon, pour les capitalistes, c'est pareil, dirons-nous. Et du coup, le deuxième élément majeur, en tout cas théorique, je trouve extrêmement intéressante, c'est la théorie de l'intégration du prolétariat dans la société capitaliste. Ce que Kurtz avance, c'est que quand le capitalisme commence à se déployer, on va dire, réellement au XIXe siècle, les éléments capitalistes sont encore mélangés à des éléments pré-capitalistes, comme par exemple le fait que les travailleurs soient exclus des droits civiques, donc c'est-à-dire par exemple de voter ou de faire grève. Et le long processus d'intégration nécessaire au capitalisme pour se développer dans sa forme pleine, il a mis du temps,
mais que c'est un processus dont l'aboutissement est précisément l'intégration du prolétariat dans la société capitaliste. Et donc ça passe par les droits civils, donc on a dit la citoyenneté pleine, plus de distinction de citoyenneté par exemple avec le suffrage censitaire, une pleine accession à la consommation, qui a aussi été un moment nécessaire à l'expansion des marchés pour la production de capital, et une amélioration des conditions de vie pour ce qui est des centres capitalistes en tout cas, et on va dire des créations de bourgeoisie locale dans les pays du tiers-monde, mais qui restent extrêmement minoritaires, et bon, où les pays du tiers-monde ont des situations très différentes, même ce terme de tiers-monde en soi pourrait être qualifié de problématique aujourd'hui. Mais bon, c'est des situations extrêmement variées, donc on va rester sur les centres occidentaux du capitalisme. Mais toujours est-il qu'il y a eu voilà, ce processus d'intégration, et il dit que le prolétariat a donc cessé de se trouver en dehors de la société capitaliste. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce qui a participé à l'intégration du prolétariat dans la société capitaliste, ce sont les luttes du mouvement ouvrier eux-mêmes. Et aussi les politiques de la social-démocratie. En fait, tous les éléments qu'on peut imaginer, les congés payés, le SMIC, la sécurité sociale, tout ça, même si ce sont des éléments qui ont pu constituer des véritables améliorations des conditions de vie, hein, c'est pas le... Robert Kurz ne nie pas ça, mais il dit juste que ce sont des éléments d'intégration du prolétariat dans la classe capitaliste, de sorte que pour les quelques velléités qu'on pouvait observer à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle de refus du capitalisme, et je crois qu'il parle notamment du mouvement luddite, donc en Angleterre, ces artisans qui refusaient les machines et qui participaient à des mouvements de destruction donc, de ces machines. En fait, le mouvement ouvrier s'est progressivement intégré au capitalisme et n'a plus remis en question la production même du capitalisme, mais en réalité, simplement la partie de la circulation, et notamment ça passe par des redistributions de richesses, ou parce que bon, que ce soit la sécurité sociale ou les aides quelconques, hein, les primes d'activité ou que sais-je encore, c'est juste de la redistribution de richesses. On enlève de l'argent au capital pour le donner aux travailleurs, mais les capital et travail sont les deux faces du même rapport capitaliste, du même rapport à la valeur. Et donc s'attaquer à la part de la circulation n'est pas, selon Robert Kurz, une attaque contre le capitalisme. Donc, à cela s'ajoute sa théorie sur l'URSS, donc qui a été développée dans l'effondrement de la modernisation, qui est sorti en 91 en allemand et qui est censé sortir, si je ne m'abuse, en mai ou juin de cette année. Je crois qu'il est en train d'être traduit et qui va bientôt être publié. Et donc qui explique à propos de l'Union soviétique que, en gros, le projet soviétique a été plutôt une implantation ex nihilo des catégories capitalistes dans un pays largement prémoderne, plutôt qu'une création avortée du communisme. Et en fait, c'est les marxistes traditionnels ont mis en place ce que Kurz appelle une modernisation de rattrapage, et ça n'a pas été une émancipation vis-à-vis des catégories du capital, ça a été une intégration là aussi de ces sociétés dans le capitalisme. Donc, une autre remarque que fait Kurz, c'est l'absence de critique du travail dans la plupart des mouvements ouvriers, et même pour ainsi dire quasiment tous, voire même une vision apologétique du travail, alors que c'est une catégorie centrale du capitalisme. Et donc là, je renvoie donc au manifeste contre le travail qui a été publié en 99, et je l'espère bientôt, dans quelques années, s'il est traduit, le livre noir du capitalisme, qui est quand même une œuvre monumentale de Robert Kurz de l'histoire du capitalisme, et qui n'est pas encore traduit en français à mon grand désarroi. Donc j'attends cette traduction avec impatience. Mais donc voilà, la centralité du travail, donc en tant que catégorie, je l'ai dit, éminemment moderne, dont l'aspect concret n'est pas une émancipation de l'aspect abstrait,
mais en fait les deux faces d'une même catégorie moderne. Et j'ajouterais, en citant Robert Kurz, la séparation dans l'espace et dans le temps entre le travail et le reste, visible dans la manufacture et ses horaires, a été un des actes fondateurs du capitalisme. Et cet élément, il est assez central parce que tout à l'heure, quand je vous disais que dans les sociétés précapitalistes, beaucoup d'anthropologues remarquaient qu'il n'y avait pas de notion de travail, c'est-à-dire que, outre le fait qu'il n'y avait pas cette catégorie même de travail, on pourrait ajouter qu'on ne peut pas dire, par exemple, que des chasseurs-cueilleurs, quand ils partent à la chasse, ils travaillent. Rétroprojeter l'idée qu'ils s'imagineraient leur temps comme divisé entre leur temps de travail où ils doivent aller chasser ou pêcher ou cueillir et leur temps leur temps libre, comme aujourd'hui dans nos sociétés, la société est divisée entre temps libre et temps de travail, ce serait une rétroprojection complètement anachronique qui n'aurait aucune réalité, en tout cas dans les sociétés précapitalistes. De cette centralité du travail, et notamment du travail vivant en tant que seul capable de créer de la valeur dans les sociétés capitalistes, découle aussi une théorie de la crise. Donc, je ne vais pas m'attarder dans les détails de la théorie de la crise, parce que c'est très complexe et qu'il me semble que Robert Kurz revient lui-même dans le reste de l'ouvrage dessus. Donc je vais simplement la signaler. La théorie de la crise selon Robert Kurz, c'est la théorie de la désubstantialisation globale de la valeur provoquée par la diminution du temps de travail employé. Donc, ce qu'il entend par là concrètement, c'est que seul le travail est créateur de valeur dans les sociétés capitalistes, mais que la concurrence imposée par le capitalisme, qui est donc la concurrence généralisée, force les entreprises à investir toujours plus de capital pour augmenter toujours plus leur productivité, pour réduire toujours plus leurs coûts. Mais au final, lors de ce process de mécanisation, de rationalisation, de taylorisation, qui trouve peut-être son apogée dans le Fordisme ou dans les Trente Glorieuses, on expulse de plus en plus de travail vivant du process de production. Et à mesure qu'on expulse le travail vivant du process de production, on expulse finalement le seul créateur de valeur. Et c'est pourquoi dans les années 70, à partir des années 70, on a une économie capitaliste qui se financiarise. Elle se financiarise parce que tout simplement l'économie dite réelle n'est plus du tout en mesure de fournir de quoi alimenter la machine capitaliste, et donc on est obligé de plonger dans le capital fictif. Et donc dans la gauche qui est la nôtre aujourd'hui en 2021, il y a une véritable inversion entre les causes et les conséquences. On a tendance à présenter la finance spéculative parasitaire comme le volant le travail des honnêtes travailleurs dans la sphère de l'économie réelle, alors que c'est l'inverse. C'est l'économie réelle qui est complètement portée à bout de bras par l'économie fictive, mais dont la crise ne cesse de s'amplifier. Je regardais tout à l'heure, on est rien que pour la dette mondiale, par exemple, on est passé de 322% du PIB en 2019 à, je crois que c'était 360, 390%. Donc bon, c'est exponentiel cette dépendance au capital fictif. Et encore là, je parle de dette et donc de crédit, mais on pourrait citer les marchés financiers avec donc l'exemple de Tesla qui n'a jamais été rentable de son histoire. L'entreprise a bientôt 20 ans d'existence, elle n'a jamais généré le moindre profit, elle est strictement financée, parce que beaucoup d'investissements ont été nécessaires à Elon Musk pour financer Tesla, elle était strictement financée par du capital fictif, notamment issu donc des marchés financiers, car les capitalistes ont tous très confiance en Elon Musk pour générer des tonnes de profits à l'avenir. On verra. Hein. Alors ensuite, un des autres rapports majeurs de Robert Kurz, c'est la critique des Lumières et du sujet moderne. Donc, la théorie de la forme-sujet est assez compliquée à simplifier. J'ai eu beau y être confronté dans de nombreux ouvrages, donc notamment La Société autophage ou l'Exhumation des dieux. C'est un concept peut-être que je maîtrise moins bien. Moi, je trouve que c'est un concept qu'on pourrait rapporter à une sorte de structure, mais alors pas du tout une structure entendue au sens structuraliste du terme.
Karl Marx d'ailleurs emploie lui-même le terme de structure sans l'employer dans un sens structuraliste. Donc c'est vraiment, faut différencier la chose. Je citerai Robert Kurz directement qui dit: le sujet moderne n'est pas identique à l'individu, il est le résultat de l'intériorisation des contraintes capitalistes qui finissent par apparaître comme naturelles. Il dit qu'en fait la discipline capitaliste a été historiquement imposée dans la violence, mais qu'aujourd'hui elle a été intériorisée par, je cite, des sujets responsables. Et donc c'est l'idée qu'en fait c'est une espèce de structure qui dépasse les individus, mais qui modèle leur comportement en société, qui modèle même la société elle-même et la direction qu'elle prend, et dont Robert Kurz précise par ailleurs que les domestiques, les serfs, les femmes, les non-blancs ont été exclus pendant très longtemps de cette forme sujet moderne, qui est donc une création des Lumières, mais qui sont dans un processus d'intégration, qui est toujours, on va dire, en leur. C'est-à-dire que là, il faut que j'intervienne un petit peu sur le domaine de la valeur dissociation, mais ce qu'avance Robert Kurz, c'est que au fondement de la société de valeurs, on trouve la dissociation, donc c'est-à-dire la scission entre une partie source de valeur des activités humaines et une partie qui n'est pas source de valeur. Et Robert Kurz, il y a cette phrase, il dit: la valeur, si elle a des aspirations totalitaires, elle n'est pas totale. Elle ne peut pas tout rentabiliser, elle ne peut pas tout construire comme source de valeur. Donc ce qu'il avance, c'est que la société de valeurs s'est construite sur le modèle d'une société avec une partie créatrice de valeur qui a été assignée aux hommes blancs, occidentaux, et donc une partie non créatrice de valeur qui est donc assignée aux femmes. Et il précise quand même que cette sphère de la non-valeur, du coup, elle n'est pas libre et elle n'est pas une alternative à la socialisation à travers la valeur, elle y est subordonnée. Et il ajoute: la femme s'est trouvée plus que jamais dans la modernité, dans un rôle purement auxiliaire et néanmoins absolument indispensable par rapport aux mâles qui produisent la valeur à travers le, entre guillemets, véritable travail. Mais, il précise tout de suite, la scission fonde la valeur, elle n'est pas une conséquence secondaire de la valeur. Et il ajoute: le changement de rôle des femmes dans la modernité tardive, leur accès au travail, n'a pas aboli cette subordination structurelle. Donc, je terminerai sur 3 points essentiels, à mon avis, donc, de la valeur dissociation pour être bien au clair. Elle a des aspirations totalitaires, mais elle n'est pas totale. Il y a des sources qui en échappent. Elle est historiquement attribuée aux femmes pour sa partie non productive. Et elle fonde la valeur, mais la partie de cette sphère qui est en dehors de la valorisation, la partie improductive, n'est pas une sphère libre. Elle est subordonnée à la société de valeur. Et ça, c'est important. Enfin, il revient sur un dernier point dans l'introduction, dans la préface, qui est en fait l'opposition dans les théories de la valeur entre ce qu'il appelle les substantialistes et les relativistes. Alors c'est un débat assez compliqué. Les substantialistes, dont fait partie Robert Kurz, pensent qu'en fait la valeur a une véritable substance. Le temps est l'unité de mesure de cette substance, et la substance en elle-même est la dépense d'énergie humaine, de muscles, de nerfs et de cerveau. Mais elle n'est pas relative. Et on a d'autres théoriciens, comme notamment il cite Isaac Rubin, Heinrich ou même Poston, qui donc avait une vision subjectiviste et relativiste de la valeur, basée uniquement sur les rapports entre échangistes. Mais Kurz réfute cette vision des choses, mais je ne vais pas non plus m'attarder sur ça, pour la simple et bonne raison qu'il est indiqué dans le livre qu'il y a un chapitre qui est dédié à cette partie. Donc, j'y reviendrai tout simplement quand je serai rendu à ce chapitre. Donc, on va pouvoir passer à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le premier chapitre, qui s'appelle Absoluité et relativité dans l'histoire, remarques critiques sur la réduction phénoménologique de la théorie sociale.
Alors là, je dois dire un mot avant de commencer à parler du livre lui-même, c'est que la réduction phénoménologique dans la théorie sociale que Kurtz dénonce, et il fait principalement une critique de donc du postmodernisme, c'est quelque chose de très prégnant en histoire, mais en tout cas je parle de l'histoire parce que moi je suis en fac d'histoire, donc c'est ce que je connais le mieux, pardon. Mais c'est quelque chose de prégnant à un niveau que, en tout cas pour ma part, mais je pense de nombreuses personnes, je peinais à m'imaginer à quel point c'était c'était prégnant. C'est-à-dire que vraiment, il y a une espèce d'imperméabilité à la critique catégorielle du capitalisme et de ce genre de choses. Je suis pas dans une université de droite, loin s'en faut. Je suis, je pense, dans une des universités les plus à gauche de France, peut-être derrière Nanterre, Paris 8, Le Mirail et Nantes. Mais bon. Et pourtant, c'est très compliqué d'aborder ce genre de questions. Et même dans les fameuses universités à gauche, généralement, elles sont dominées en fait par ce qu'on appelle donc des marxistes traditionnels. Et même avec eux, et peut-être même encore plus avec eux en fait, il est assez compliqué d'apporter une critique des catégories du capital. Donc cet article est assez salvateur en la matière, mais je ne suis pas très optimiste. Voilà. Bon, donc pour rentrer maintenant sur que nous dit l'article en lui-même, enfin le chapitre. Donc il nous dit, je cite, il existe toujours des correspondances et des corrélations entre des changements historiques totalement différents dans des champs de savoir ou dans des domaines de la vie, apparemment très éloignés les uns des autres. Dans le système producteur de marchandises propre à l'ère moderne, nous pouvons voir dès ses premiers balbutiements des secteurs tels que la philosophie, la médecine, l'économie, les sciences, la politique, le langage, se développer si ce n'est au même rythme, du moins dans une direction commune et sans cesser de surcroît de se référer objectivement les uns aux autres. Donc là, Kurtz nous déploie en fait une vision de la totalité sociale qui est importante parce que c'est vrai que toute société doit être pensée comme une totalité sociale. Ça, c'est quelque chose encore qui est assez abordé dans on va dire, les universitaires classiques. On arrive à voir, je pense par exemple peut-être à l'anthropologue Marcel Mauss qui disait à propos du don que c'était un fait social total, parce qu'il arrivait à comprendre que c'était pas juste un simple rapport marchand ou un rapport d'échange en tout cas, mais Kurtz pousse vraiment la théorie loin, mais, enfin, avec raison, hein, en parlant de cette direction commune, qui donc la direction qui est celle de la substance, hein, propre à chaque système, à chaque forme sociale. Donc, pour lui, l'origine de cette concordance ou de ces interactions se trouve dans le développement de la formation sociale, considérée comme le lien intrinsèque commun entre les différents domaines d'existence, de savoir et de connaissance. Et ça, on peine à le voir dans nos sociétés modernes, parce que dans nos sociétés modernes, tous les domaines de l'existence existent en tant que séparés. On a la politique d'un côté, l'économie de l'autre, la culture d'un côté, le loisir, des sphères séparées. Mais les choses ne sont pas du tout pensées de cette manière-là dans les sociétés précapitalistes. Par exemple, si vous prenez l'Égypte antique, il n'y a pas du tout une division entre le politique et le religieux. Mais parce que le pharaon est le représentant des dieux sur Terre. Et au-delà de ça, cette séparation qui n'en est pas vraiment une dans le capitalisme, ça apparaît en tant que séparé, mais ça a été réuni sous l'égide donc de la société de valeur. Et en réalité, le capitalisme est une société qui tend de manière totalitaire à s'étendre à tous les aspects de la vie des êtres humains. J'ai dit précédemment que certains n'étaient pas possibles à valoriser, et c'est vrai. Mais il n'empêche que le process de marchandisation est vraiment quelque chose qui tend à s'étendre partout dans la société. Si je devrais donner un exemple, maintenant il faut payer son facteur pour qu'il aille dire bonjour à vos grands-parents quand ils livrent le courrier, par exemple. Même le lien social le plus
le plus banal finalement, se retrouve marchandisé. Et donc, le corollaire de tout ça, c'est que, de manière logique, le savoir, la connaissance, elle-même se développe dans une direction commune aux autres sphères de l'existence, et donc le savoir est lui-même conditionné de façon socio-historique. Et donc les sciences sociales à l'université, et particulièrement donc chez les postmodernes dont Course parle, mais comme j'ai dit, on pourrait franchement, en tout cas en histoire, étendre le propos à quasi tout le monde. C'est pour ça que j'ai été très surpris quand j'ai appris que donc Moïse Poston était en fait historien, parce que je vois pas, je vois pas quelle université française accepterait de publier ça, ou alors en tout cas pas dans une thèse, peut-être dans un essai, hein, sous l'appellation d'essai, mais une thèse qui reprendrait les théories développées par Moïse Poston dans Temps, travail et domination sociale. J'ai assez du mal à voir une université accepter ça. Peut-être, après je peux me tromper. Et donc, concernant les universitaires, ils ont une certaine forme de conscience tronquée vis-à-vis des biais de cette détermination socio-historique de la connaissance. Et en fait, ce que nous dit Course, c'est que leur approche et les réponses qu'ils apportent à cette problématique fondamentale de la connaissance, à savoir donc cette détermination, elle est largement insuffisante. Donc la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est insuffisant et quelle réponse apporte Robert Kurz? Et en fait, j'ai mis cette phrase sur le diapo qui résume à peu près tout, où Kurz dit « Dès lors que le savoir a de tout temps été celui des maîtres, comment pourrait-il en être autrement ?» Bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez ancien parce que Marx lui-même, on me corrigera dans le chat, mais il me semble que c'est dans l'idéologie allemande qu'il dit que dans toute société, l'idéologie dominante est l'idéologie de la classe dominante. Et c'est un fait qui a dit de manière assez triviale dans les sciences sociales, mais en même temps auquel on peut s'accorder avec Kurz pour dire qu'on n'apporte pas vraiment de réponse satisfaisante. Et donc pour s'attaquer à cette question, Kurz distingue donc deux approches. Une approche qu'il appelle apologétique, qui est celle des postmodernes, qui consiste à tout relativiser. C'est-à-dire qu'on est anti-essentialiste sur tous les domaines de l'existence. Tout est relatif dans l'existence humaine. Une relativité absolue, pure et simple. Et à l'inverse, il y a la critique qui est la sienne, où il affirme « À chaque fois que la réflexion est supposée critiquer la domination et répondre à un besoin émancipateur, il faut critiquer l'idéologie en critiquant l'absoluité des formes sociales fétichistes résultant du process socio-historique questionné. » Bon, c'est un peu une phrase reformulée, il ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Donc ce qu'il entend par là, par forme sociale donc fétichiste, c'est-à-dire, je pense que ça va être plus simple de distinguer deux niveaux d'idéologie pour qu'on comprenne plus simplement où je veux en venir. Il y a l'acceptation traditionnelle de ce qu'on appelle l'idéologie, c'est généralement ce qu'on pourrait appeler une forme de connaissance superficielle d'une chose et qui serait inhérente à un groupe. Donc ça, les historiens ou les sociologues adorent étudier ça. Ils vont vous faire, par exemple, la vision de la classe ouvrière du capitalisme ou l'idée des bourgeois sur tel ou tel sujet ou l'idée des hommes sur les femmes, par exemple. Mais il n'y a jamais de questionnement sur l'idéalité des rapports sociaux. Donc là, il y a un ouvrage majeur que je ne peux pas m'empêcher de citer parce qu'il va exactement dans le même sens que Kurz, bien je ne pense pas qu'il l'ait lu. C'est l'anthropologue Maurice Godelier, donc, qui a sorti un ouvrage qui s'appelle L'idéal et le matériel. Et donc, il dit dans ce même ouvrage que chaque rapport social, quel qu'il soit, même le plus simple ou même le plus trivial ou le plus même primitif pour prendre un langage problématique parce qu'il est justement tout à fait empreint de l'idéologie des Lumières, même ce rapport le plus trivial aura une idéalité, c'est-à-dire qu'il aura une relation de pensée à la nature, à la matière, au monde qui l'entoure et à ses propres activités. Il n'existe aucune activité qui ne serait pas pensée. Et du coup, distinguer l'idéal et le matériel comme deux formes séparées, ça n'a aucun sens en fait. Parce que toute forme de rapport social, quel qu'il soit, possède son idéalité. Et sur ça, il me semble que Kurz va un peu dans le même sens que
que Godelier ou que Marx. Et donc, c'est précisément dans cette idéalité que se trouvent les rapports fétichistes, parce que Durkheim, il parle, qui est quelqu'un de très critiquable par ailleurs, mais c'est pas le sujet, il parlait du totem au centre du village. Après, on a mis l'église au centre du village, et puis bon, aujourd'hui, on a mis le marché au centre du village, mais à chaque fois, c'est toujours cette même rétroprojection de qualités qui sont vues comme naturelles à des objets qui n'ont pas du tout ces qualités-là. Et donc, puisque l'idéalité qu'on appose à ces objets, à cette matérialité, puisqu'on l'ontologise, puisqu'on la naturalise, il faut bien que cette naturalisation découle de quelque chose. Et en fait, elle découle justement de ces formes sociales, socio-historiquement déterminées, mais qu'on ne questionne pas, non pas parce que ce serait un complot ou je sais pas quoi, mais tout simplement parce que il n'y a pas de conscience de la non-naturalité, voilà, de cette idéalité. Et c'est en ça que le rapport est fétichiste, justement. Et donc, la question qui est sous-jacente à tout ça, s'il y a des choses naturelles et des choses non naturelles, ou autrement dit des choses absolues et des choses relatives, comment distinguer l'absoluité de la relativité? Parce que finalement, notre définition de l'idéologie, c'est aussi ça qu'elle recoupe. C'est une idéologie, que ça soit dans sa version, on va dire, du sens commun, ou ce qu'on pourrait appeler l'idéologie constitutive d'une idéalité propre à un rapport social, il y a quand même ce déterminant commun qui est de faire passer du relatif pour de l'absolu. Et donc c'est là précisément que l'approche relativiste des postmodernes dont j'ai parlé tout à l'heure pose problème. Parce que donc selon le postmoderniste, tout est relatif. Mais, je vais citer Course, ce faisant, la perception se déplace dans une direction elle-même métaphysique, en ce que c'est paradoxalement la relativité elle-même qui est élevée au rang d'absolu. Ce qui passe assez à la trappe est le concept de critique au sens strict. Le niveau de référence de la relativité n'est pas clairement déterminé. Or, en réalité, cette relativité ne peut se référer qu'au fait que le savoir et la connaissance sont liés à un lieu historiquement déterminé, non simplement au sens d'une respectivité immédiate, mais au sens d'une formation sociale englobante déterminée. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Et la conséquence de tout ça, c'est que même si notre connaissance, elle est déterminée socio-historiquement, elle possède ce que Kurt s'appelle un moment d'absoluité négatrice. Donc lui dit, vis-à-vis d'un champ spécifique, mais qui est possible à étendre à un contexte plus vaste, donc c'est-à-dire que il est possible, au-delà de ce relativisme absolu qui est celui des postmodernes, au-delà de ça, il est possible d'aller donc dans ce moment d'absoluité négatrice. Et en quoi consiste-t-il ce moment? Il consiste tout simplement dans la négation absolue à l'égard du contenu de la forme sociale dominante, de la forme de reproduction du sujet fétichiste. Et je vais ajouter cette phrase importante, il dit « Vis-à-vis de cette forme fétiche qui constitue l'objet de la critique, la négation doit être absolue, car autrement elle n'en serait pas une. » Et donc là, on a l'idée majeure qui se dégage, c'est que si on se met à penser la relativité avec les catégories propres à notre formation sociale déterminée, eh bien, par définition, on est toujours dans des conceptions fétichistes. Et c'est là que le postmodernisme pose problème, puisque dans le postmodernisme, il n'existe aucun critère pour séparer les niveaux de référence de la relativité. Donc c'est-à-dire que on ne peut pas mettre à distance ce qui relève de formes sociales déterminées et ce qui relève de l'histoire globale de l'humanité. Et donc ça induit
l'impossibilité de forger des concepts spécifiques à certaines formes sociales, de penser les catégories formelles de base propres à un système précis. Et donc plus concrètement, qu'est-ce que nous dit Kurtz? Il nous dit que les postmodernistes ne pensent pas l'historicité de leur propre théorie et donc leur propre relativité. Ce qui induit que des catégories qui sont spécifiques à la société marchande, à la société de la valeur, à la société moderne, apparaissent comme ontologiques, quand bien même on les présente comme des constructions socioculturelles historiques, hein, mais elles sont ontologisées. Par exemple, la politique. La politique, c'est une construction moderne, où le marché, la concurrence, l'argent, la marchandise, tout ça, ce sont des catégories absolument modernes. Et si on essaye de les rétroprojeter dans le passé tel quel, en disant simplement qu'elles pouvaient peut-être prendre des formes un peu différentes dans justement cette idée de construction historique propre au postmoderne, en fait, on oublie que ces catégories sont tout simplement des catégories de la société moderne qui n'ont parfois pas d'existence dans ces sociétés pré-capitalistes. Donc, de là, il y a cette phrase que j'aime bien de Robert Kurtz, la première citation. Les catégories de base de la constitution sociale disparaissent derrière leur mouvement interne. La critique est tronquée dans un sens phénoménologique. Elle ne se réfère plus qu'à un agir ou un non-agir déterminé dans des catégories occultées. Donc ça recoupe ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que finalement, on va juste penser avec nos catégories modernes, les rétro-projeter dans l'histoire et juste y voir un mouvement, souvent qu'on voit comme inéluctable. C'est une forme de positivisme qui existe encore, voilà, qui a perduré longtemps et qui aujourd'hui, même s'il est pondéré, même s'il est plus nuancé que celui qui pouvait être ceux du 19e siècle, il subsiste quand même dans les sciences sociales telles que pratiquées à l'université, dans la pensée postmoderne. Et on voit finalement nos sociétés comme l'aboutissement d'une sorte d'évolution humaine. Et donc, Kurtz s'ajoute, là où tout est censé être d'une seule et même manière construit, on ne peut plus invoquer la moindre différence d'exactitude ou de profondeur pour départager les savoirs. La différence entre pseudo-explication idéologique et apparence réelle de la forme fétiche est nivelée. L'essence catégorielle, ou la substantialité de la formation sociale historique, demeure irréfléchie et donc aussi non critiquée. Parce que c'est important de réfléchir sur ces catégories et on pourrait simplement arguer qu'il suffirait de ne pas les employer, mais en fait, même dans une critique postmoderne, si on oublie ces catégories et qu'on se contente juste de ne pas en parler ou de faire comme si ça n'existait pas, allô? Voilà, je crois que mon casque s'était coupé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, ça revient. Ouais. Oui, c'est bon. Ok. Donc je disais, voilà, donc ces catégories, si on se contente de les ignorer, on tombe dans ce problème justement de les ontologiser, et donc du coup en se refusant à les réfléchir et à les critiquer pour ce qu'elles sont, les catégories modernes, eh bien on tombe en fait dans ce que Kurtz appelle une mauvaise idéologie, c'est-à-dire une conception fétiche. Et si par relativisme absolu, on s'interdit de critiquer la substance réelle négative du rapport fétiche, c'est-à-dire le capital. Donc le capital qui est la substance du capitalisme, c'est une substance réelle, elle agit réellement, structure réellement nos vies, négative vis-à-vis de la vie en général. Toute forme de vie concrète est niée dans le processus abstrait de valorisation, et elle est issue des rapports fétiches du capitalisme. Eh bien si on se refuse à la critique de ce capital, on tombe dans cette mauvaise idéologie, qui est une idéologie apologétique des catégories du capital qu'elle prétend pourtant critiquer, puisqu'elle prétend tout relativiser. Et donc,
Kurtz indique que dans ce cas, le discours postmoderne, il dissout la substance du capital dans un système aconceptuel de rapports de pouvoir relationnels. Et en fait, c'est un peu le cœur de la pensée postmoderne ou de la sociologie, c'est que tout est pensé en termes de rapports de pouvoir. Et donc, le problème de tout penser en termes de rapports de pouvoir, outre, comme je viens de le dire, qu'on a une absence d'analyse de la substance réelle de la société et de son mouvement, c'est qu'on retombe dans ce que Kurtz appelle l'illusion bourgeoise de la volonté, réduite toutefois aux déplacements internes de constructions socio-culturelles qui sont toutes représentées sur le même plan superficiel. Donc, ce qui est important de noter, c'est le caractère de volonté des acteurs. Dans la théorie moderne, mais postmoderne, issue de la philosophie des Lumières, où le sujet est le sujet cartésien, au-delà de je pense donc je suis, c'est un acteur rationnel, conscient de lui-même, qui donc agit de manière rationnelle. De là découle notamment l'agent économique rationnel des théories économiques classiques et néoclassiques. Et quand on fait ça, on ne s'attaque pas à la réalité des rapports sociaux qui sont en fait historiquement depuis toujours et encore aujourd'hui des impensés. Pas plus qu'une société antiquisante ou préhistorique qui pense, qui croit en tout cas aux esprits de la nature, ne reconnaît le caractère fétiche de son rapport aux esprits de la nature, bah, pas plus un croyant monothéiste ne va le faire, ou un Égyptien de l'Égypte antique, ou un Grec de la Grèce antique. Toutes ces sociétés qui ont existé avaient un rapport fétichiste à leurs propres idéalités, en sens où elles ne les pensaient pas justement comme nous on les voit aujourd'hui, c'est-à-dire comme des créations purement humaines, mais elles les pensaient précisément comme des faits naturels, comme aujourd'hui nous pensons les catégories du capital de manière naturelle. Et donc, ce n'est donc pas, on le voit bien, une affaire de volonté, puisque ce n'est pas par volonté qu'elle ontologisait ces catégories. C'est justement l'absence même de volonté qui est caractéristique d'une relation fétiche. Donc là, on voit bien déjà tous les problèmes que pose la vision postmoderniste des choses et la lecture superficielle qu'elle entraîne, puisque finalement, toutes ces catégories fétichistes sont issues de la substance de la société, substance qui définit la forme sociale en question. Et donc, en se retrouvant inquestionnée, eh bien, cette substance est tout simplement niée. Et donc, Kurtz dit même qu'elle est volontairement ou pas, ils finissent même par protéger cette substance en fait du capital. Donc, en anticipant quand même certaines critiques, Kurtz précise qu'il ne fait pas du réductionnisme, c'est-à-dire que il ne réduit pas toute forme d'étude des champs à l'étude de la valeur. Et c'est là justement où je trouve qu'il est fort, c'est que il dit chaque différent domaine d'existence et d'activité possède leur propre logique, leur propre prétention, leur propre signification, qu'il est impossible de réduire sous la prétention à l'absoluité. Mais si on veut éviter le réductionnisme, il faut bien alors critiquer cette forme valeur, cette forme totale qui, elle, a une prétention à l'absoluité. Donc, il y a une sorte d'inversion qui s'opère. Kurtz ne fait pas une réduction de la vie humaine à simplement une question de valeur. Il dit au contraire, la vie humaine, c'est plus qu'une absoluité unique, négatrice et totalitaire, un seul et même principe totalitaire. Mais par contre, la valeur essaye, elle, de soumettre toutes les sphères de la vie humaine à ses propres exigences. Et il ajoute, la prétention à l'absoluité de cette substantialité négative, la valeur, échoue aussi contre le monde physique en tant que tel et apparaît sous la forme d'un processus de destruction qui anéantit le vivant. Je pense que la crise écologique mondiale qu'on traverse à cause du capitalisme est une preuve suffisante du caractère destructeur de la valeur. Mais surtout, cette prétention échoue-t-elle de même contre le caractère autocontradictoire de la substantialité capitaliste. Donc là, je vous renvoie à ce que j'ai dit sur la désubstantialisation de la valeur. Et donc, Kurtz finit par dire
Nier ou ignorer cette réalité de la crise revêt donc un caractère idéologique et apologétique, caractère qui prend d'ailleurs la forme d'une pseudo-ouverture, qui consiste à dire qu'on relativise tout alors qu'on refuse de discuter des catégories modernes, là où elle est donc en réalité une fermeture systémique et qui propose en plus de fausses alternatives. C'est-à-dire que par exemple, Course nous dit quand on pense au concept de démocratisation, on a beaucoup de mouvements de gauche qui nous disent que la solution capitaliste, c'est de tout démocratiser. Enfin, c'est une fausse alternative. Le capitalisme pourrait bien être intégralement autogéré, qu'il resterait le capitaliste, il resterait soumis au diktat de la valeur, assez logique. Donc ça ne constitue pas du tout une forme d'émancipation, en fait. C'est même une fausse alternative. Et donc, ces alternatives ne sont pas émancipatrices. Le postmodernisme, comme le marxisme traditionnel, n'offre pas d'alternative, pas plus que le citoyennisme ou tout autre de nouveaux mouvements qu'on peut avoir apparaître aujourd'hui politiquement. Et donc Course nous dit, pour l'émancipation, il nous faut une critique radicale de la forme fétiche, de la valeur et de la modernité capitaliste. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, je vais écouter les questions ou les remarques, si vous en avez. Merci pour ta présentation. Ouais, merci. Et, ça donne envie de lire le reste là. Bah, merci. J'espère que ça vous a plu. Merci. Je veux bien, notamment l'avis, comme j'ai dit au début, il y a plusieurs auteurs de la Verte Critique qui sont là. Alors, je ne sais pas si Ivan est revenu ou si Benoît est là, mais je ne sais pas du coup ce que vous pensez de ma présentation. Je voudrais bien vos avis. Moi, j'ai pris un tour de parole. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, vas-y. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et très argumentée. C'était très précis. Ce qui est problématique sur le premier chapitre, il me semble, c'est cette question d'absoluité à usage interne. C'est vraiment ça que Kurtz veut dire. Et l'absoluité à usage interne, c'est le caractère totalitaire des catégories de base du capitalisme que sont la valeur, la marchandise, l'argent, le travail abstrait. Et l'État aussi qui gère l'automouvement de ces catégories. Et du coup, l'absoluté à usage interne, c'est ce que ne voient pas les postmodernes. Pourquoi ils ne le voient pas? Parce qu'ils sont dans un relativisme qui devient finalement apologétique, qui finit par ontologiser ces catégories. Et ma question, ce serait de savoir pourquoi est-ce que les postmodernes considèrent que le fait de thématiser l'absoluité à usage interne à titre de totalitarisme, pourquoi est-ce qu'ils considèrent que ça, c'est totalitaire? Est-ce que tu peux nous expliquer ça de façon peut-être détaillée? Pourquoi les postmodernes considèrent que le fait de considérer la totalisation, c'est quelque chose de totalitaire? Et c'est ce que dit Kurtz. Euh, et du coup, ça les empêche de thématiser la critique de la valeur. Alors, Je ne sais pas si je me suis fait comprendre dans ma question. je vais juste tenter d'apporter une précision à ta question. Tu veux dire que Kurtz donne la réponse à ta question dans le chapitre? Oui, en fait, Kurtz dit que les postmodernes considèrent que le fait de considérer la totalisation, c'est quelque chose de totalitaire. Oui, je vois, c'est la page 29 où il dit: il en résulte une inversion paradoxale du rapport entre process social réel et idéologie, ou plus précisément, ce rapport est d'une certaine façon tout simplement nié, et c'est précisément le relativisme qui se transforme lui-même en mauvaise idéologie. Et là, après, il dit: la substance réelle négative du rapport fétiche est soustraite à la critique radicale, en ce que la substantialité paraît fondamentalement comme n'étant issue que d'une prétention totalitaire de la pensée ou de l'imagination. Le Exactement. problème se trouve ainsi renversé. La critique radicale est accusée de ce dont il faudrait rendre responsable le rapport social réel, au lieu du rapport réel sous-jacent,
c'est la critique de l'idéologie qui apparaît comme totalitaire. Oui, c'est exactement ce passage-là auquel je pensais. Et ça, c'est très problématique parce que du coup, euh, les postmodernes, il faut aussi donner des exemples. Quand il dit postmoderne, il peut penser à Foucault, il peut penser à Deleuze, à Derrida. Enfin, il faut savoir ce qu'ont écrit ces gens-là pour s'exprimer sur ce qu'ils disent. C'est aussi les post-structuralistes. Et pourquoi est-ce que ces gens-là ont une méfiance à l'égard de la totalité? C'est ça un peu ma question. Pourquoi est-ce qu'ils ont une méfiance à l'égard de la totalité? Eh ben, honnêtement, je n'en ai aucune idée. Voilà, je ne sais pas du tout pourquoi les postmodernes se refusent à la critique de la totalité. Moi, je dois avouer que c'est quelque chose qui, dans mon parcours universitaire, m'a jamais dérangé. Et parce que bon, j'ai des profs j'ai certains de mes profs qui font des références à des auteurs, notamment Foucault. Hein. Foucault est très très cité. Euh, mais souvent, le reproche qu'on fait, c'est un reproche aussi en réductionnisme, c'est-à-dire qu'en gros, on dit que essayer de tout penser par la totalité, eh bien, c'est en fait nier l'existence des individus, c'est nier la capacité des individus à justement ne pas être que déterminés, mais être en fait en mesure de prendre des décisions rationnelles seuls, sans être déterminés par des structures. Et donc en fait, eux, le reproche que j'ai pu entendre, c'est de dire que c'est une négation de l'individu. C'est qu'en gros, apporter une lecture de la totalité revient à nier l'individualité, à nier la capacité de l'individu à faire ses propres choix, à tenir sa propre ligne et à vivre sa propre vie. Et donc, et en ce sens-là, cette négation de l'individu rejoindrait enfin, je ne dis pas ce que je pense, hein, encore une fois, je dis ce que j'ai entendu, mais cette négation de l'individu rejoindrait, selon eux, la négation de l'individu qui a été celle des régimes totalitaires, donc notamment fascisme, nazi et bolchevique, qui est une négation de l'individu au nom de la communauté. Irvan, si tu veux peut-être intervenir à l'oral pour développer ce que tu disais, puis après Ivan il pourra, ou Benoît après. Et justement, si effectivement à un moment donné la question de la totalité, on va dire, est devenue totalitaire, c'est parce qu'il faut aussi prendre le contexte historique dans lequel ça s'est produit. Quand, dans les années 50, Karl Popper écrit La société libre et ses ennemis, il attaque à ce moment-là en fait, sous couvert d'une pseudo-critique à la fois de Marx, de Hegel, de Descartes, de Platon, etc., en fait, il attaque, on va dire, le totalitarisme soviétique. Et sous couvert de l'attaque du totalitarisme, en fait, ça s'est transformé en critique de la totalité, puisque la totalité serait totalitaire. Il faut impérativement, on va dire, continuer à avoir des analyses secteur par secteur de ce que l'individu peut être. Et par conséquent, lorsqu'est arrivé le postmodernisme, dont d'une des figures, on va dire, pré-postmoderne, c'est par exemple Nietzsche ou Heidegger. Ce sont précisément des pensées qui détruisent la totalité pour comment dire, pour justement justifier de leur anti-totalitarisme. Notamment, je pense notamment à Hannah Arendt. Tous ces penseurs-là font ce boulot de destruction en quelque sorte, non seulement de la totalité, puisque la totalité signifie que chaque élément n'est pas autonome, la politique, l'économie, le rapport social, la religion, tous ces éléments-là ne sont pas autonomes, mais sont bien une totalité qui est interconnectée à des éléments précis dont l'histoire et le processus en partie. Et par conséquent, cette destruction, on va dire, de la totalité est également, et c'est là qu'on revient à la question du relativisme, est également une destruction de la raison, c'est-à-dire une destruction de la possibilité objectivable d'analyser concrètement et rationnellement le capitalisme et ses catégories elles-mêmes.
Et à la fin, on arrive, on va dire, au postmodernisme, c'est-à-dire on n'analyse strictement plus rien. Chaque individu est libre de sa subjectivité. Chaque individu, on va dire, pense son opinion, ses idées tout à fait individuellement, alors qu'il a totalement en fait intégré tout le processus, on va dire, dont a parlé Ramsey dans son exposé. Et au bout du compte, il s'agit de justifier une individualité, une existence, on va dire, toute personnelle, contre le processus total qui, soi-disant, écraserait l'individu et son individualité. Mais ça, il faudrait 3 heures pour l'expliquer. Hein. Là, je résume à coup de hache. Soit Benoît veut réagir à ce qu'a dit Irvan ou moi, ou soit après, sinon Ivan, tu peux prendre la parole. Moi, je veux bien réagir très rapidement avant Ivan, si ça ne te dérange pas, Ivan. La méfiance à l'égard de la totalité, effectivement, elle s'enracine aussi dans des références à Heidegger et à Nietzsche. Je suis complètement d'accord avec ça. La pensée nietzschéenne, c'est la pensée du fragment, c'est la pensée euh, justement antisystématique, et c'est une pensée dans laquelle Foucault va se retrouver et dans laquelle Foucault va puiser beaucoup de recherches généalogiques. Euh, En ce qui concerne justement la fin des grands récits, c'est un peu un leitmotiv dans la pensée postmoderne, la fin des grands récits, la fin des grands systèmes, et ça se dirigeait surtout contre Hegel, mais aussi contre Marx. Et du coup, euh, c'est une méfiance à l'égard des totalisations qui, comme tu l'as dit très bien, mettaient en jeu une menace à l'égard de l'individu. Sauf que ce qui est absurde, nous dit Kurtz de façon complètement juste, c'est que justement pour critiquer le totalitarisme, encore faut-il thématiser la totalité négative. Si on ne thématise pas la totalité négative, on ne peut pas critiquer le totalitarisme. Et ce n'est pas parce qu'on thématise la totalité négative sous forme de travail abstrait ou de substance de la valeur, eh ben, on est à côté de la critique. Et c'est ça que dit Kurtz de façon brillante et de façon claire. Cette absoluité à usage interne, elle est nécessairement à thématiser si jamais on veut critiquer le totalitarisme. Donc, il n'y a pas de critique du totalitarisme sans critique de la totalisation. Et c'est pas parce qu'on critique la totalisation qu'on est totalitaire, bien au contraire. Et c'est ça qu'il faut retenir. D'accord, merci pour ces précisions. Ivan, du coup, tu veux prendre la suite? Oui, donc j'espère juste que ma connexion tiendra, parce que tout à l'heure j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion. Non, déjà, l'impression générale que je voulais dire de ce que j'ai entendu, parce que j'ai dû faire malheureusement une pause, c'était que moi c'était très clair et j'ai bien aimé voilà, la façon de présenter, hein, qui est une façon de présenter que j'ai retrouvée beaucoup à l'université, mais je pense que pour le coup, présenter en diaporama, ce que moi je ne sais pas très bien faire, euh, voilà, parce que je suis un peu fainéant, hein, c'est très bien, je pense. À mon avis, c'est des gens ici qui connaissaient pas bien la critique de l'association, ils ont pu avoir un premier accès intéressant. Et non, par rapport à Nietzsche, alors je suis désolé si vous entendez des petits bruits, c'est Hegel qui joue derrière moi. Donc Hegel, c'est un chien. Il a un joli nom. mais, mais non, pour Nietzsche, moi, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie, je me suis beaucoup intéressé à Nietzsche. C'est un des auteurs que j'ai le plus lu. Et moi, ce qui m'avait plu à l'époque chez Nietzsche, c'était en effet qu'il permettait en fait de dépasser la philosophie classique et la pensée de la totalité telle qu'elle était plutôt, par exemple, présente chez Hegel. Et il est clair qu'il y a quelque chose de très plaisant en fait chez Nietzsche parce qu'il remet en cause toute la tradition philosophique et c'est pour ça, je pense, que ça a vraiment marqué une époque et que Foucault, par exemple, s'en est inspiré sans l'avoir forcément d'ailleurs pour Foucault vraiment lu dans le détail, hein, mais il a, on va dire, continué le geste de Nietzsche qui était de critiquer totalement en fait, de briser, de détruire la totalité et d'aller dans l'immanence et dans la particularité. Mais en fait, moi, je dirais, ça complète ce que dit Benoît et ce qu'a écrit aussi Benoît c'est dans le premier Jargonaute.
qu'au final c'est un faux dépassement, en fait, c'est plutôt un évitement. C'est-à-dire qu'au final, Nietzsche pensait dépasser l'ancienne philosophie, mais il n'a fait qu'appuyer le particulier ou l'immanence, ou contre finalement l'universel abstrait, en fait. C'est-à-dire le particulier a gagné contre, ou l'individualisme abstrait a gagné contre l'universel abstrait, mais c'est un faux dépassement. Et je trouve que Robert Course analyse bien aussi comment les postmodernes, au final, pas seulement finalement par rejet historique en fait de la totalité, mais aussi comment dans l'histoire de toute la philosophie, le postmodernisme est une manière de la contourner en fait et de ne plus en occuper. Et au final, de plus s'occuper finalement de la question de la totalité, c'est à laisser se déployer complètement et surtout émettre ensuite des pensées, des concepts qui, en se voulant un dépassement de la modernité, n'en sont que le prolongement, mais le prolongement, je dirais, alors je ne dirais pas inconscient, mais le prolongement non pensé, en fait. Et c'est ce qu'appelle Robert Course, notamment ailleurs, quelque chose comme la pratique-pratique. Donc dans théorie et pratique, c'est ce que je lis beaucoup en ce moment, c'est pour ça que j'y pense, mais bon, du coup, voilà, enfin, en effet, il faut analyser la totalité, enfin, il faut finalement élever la critique au niveau de la totalité, parce que justement, cette totalité est totalitaire. Donc il faut absolument, en fait, la nier, je pense que là, ce que nous montre bien ce texte de course, c'est le danger aussi de l'éviter. Éviter la critique de la totalité, c'est la laisser complètement se déployer et continuer à critiquer des choses qui ne sont qu'à la surface. Voilà, simplement, je vais dire ça. Bah merci pour ces compléments du coup, Benoît, Ivan et Irvan du coup. Je dois avouer, je vais pas me mentir, hein, moi je fais des études d'histoire à la base, hein, je suis pas du tout philosophe, ni étudiant en philosophie, ni quoi que ce soit. Donc je n'ai jamais lu ni Heidegger ni Nietzsche, du coup. Mais Ça fait mal au cerveau. oui, bon, c'est sûr que c'est pas vous qui allez me donner envie de le faire, du coup. Ça fait mal au crâne, hein. Être étant de Heidegger, ça fait mal au crâne, hein. Mais bon, disons que j'ai un petit peu affaire au corollaire en fait, corollaire pseudo-scientifique qui est présent dans les facultés où on va beaucoup s'intéresser vraiment aux trajectoires individuelles. On a même si vous voulez, des apologétiques de de la trajectoire individuelle qui en fait vous expliquent que aucune explication ne peut exister qui dépasse en fait simplement qui dépasse simplement la somme des actions individuelles. C'est le plus qui est toléré actuellement en sciences sociales à l'université. Je parle pas de la philosophie, mais je parle vraiment en histoire, en sociologie, etc. Le summum de la tolérance en ce moment, c'est la somme des individus, la somme des actions individuelles qu'on aurait comptabilisées et qu'on arriverait à définir comme voilà, étant des systèmes qui se représentent par la somme des actions des individus, mais aujourd'hui c'est strictement impensable de donner des théories comme ça qui, enfin en tout cas pour ce qui est de l'histoire, il me semble aussi de la sociologie, c'est très très compliqué des approches que vous apportez, de les apporter à l'université. Moi j'aimerais bien, mais c'est très très compliqué. Mais du coup c'est intéressant d'avoir un peu le versant philosophique de la chose. Parce que bon, dans les milieux d'historiens ou de sociologues, ces débats prennent des tournures très c'est très universitaire. C'est réduit à de l'épistémologie et on vous dit en gros juste carrément que d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue scientifique, c'est pas scientifique. En fait, on vous dit c'est pas scientifique de parler de grands systèmes comme ça qui dirigent l'histoire, et on vous dit ce qui est scientifique, c'est les chiffres, c'est l'addition des actions à caractère individuel. Du coup, vas-y, Ivan, si tu veux rebondir. Oui, par rapport à ce que tu disais sur l'histoire, je crois qu'il y a quand même certains historiens qui arrivent à encore se démarquer et qui sont dans des problématiques qui sont proches quand même de la critique de la valeur sur ce sujet-là. En fait, par exemple, En France je pensais à Jérôme Bachet. Donc, je ne sais pas si vous lisez Jérôme Bachet, qui a écrit par exemple Ah La oui, oui. civilisation féodale.
Et Je voulais justement, dire en lui, il histoire dit en fait. contemporaine, hein, pardon. Excuse-moi, vas-y. Mais je voulais dire en histoire Ah oui, contemporaine. oui, c'est vrai que Ouais. oui, c'est vrai que justement, c'est vrai que c'est un médiéviste Oui. et que forcément les médiévistes ont subi longtemps en fait une réduction même de leur matière. Parce que moi, en fait, j'ai fait un petit peu d'histoire, je fais une licence d'histoire et ça m'a beaucoup marqué et c'est aussi cela, en fait, je pense, qui m'a beaucoup touché dans la critique de la valeur association par rapport à d'autres méthodes philosophiques ou d'autres courants philosophiques, comme on peut l'appeler. Bon, c'est dur de réduire plein d'auteurs comme il y en a dans la critique de la valeur association, un courant, mais en clair, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire aussi m'a beaucoup aidé, je pense, ce que j'ai pu apprendre en histoire, en historiographie notamment, euh, pour m'approcher avec la valeur, parce que c'est enfin un courant qui traite de questions qui ont été traitées par la philosophie, même si c'est pas même des philosophes, hein, et qui les traite aussi en les historicisant. Et ça, c'est très très important. Et qui, en historicisant, ne reste pas en effet que dans une étude des acteurs individuels, dans une agrégation, mais au contraire, arrive à penser les choses au niveau de la totalité. Et je pense que Jérôme Bachet ou d'autres, mais c'est vrai que c'est beaucoup de médiévistes, Jacques Le Goff aussi, je trouve qu'il Oui. fait un bon travail là-dessus, sont vraiment intéressants à lire, je pense, en complément ou en plus, ou en même temps que Excalibur Association. Voilà. Bah, pour aller un petit peu dans ton sens, et puis après, je crois qu'il y a Benoît du coup qui veut intervenir. Euh, j'ai pu citer tout à l'heure des anthropologues. J'ai cité Godelier par exemple qui a étudié donc les Barouillas en Nouvelle Papouasie-Nouvelle-Guinée, je crois. Ou en tout cas d'autres anthropologues qui arrivent à sortir ce genre de théorie. Effectivement, chez les médiévistes et même chez les antiquisants, ça arrive. Là, en ce moment, je suis en train de lire Dominer, enquête sur la souveraineté de l'État en Occident par Dardot et Laval, qui, même s'ils sont pas dans une critique comme la Verte Critique, est quand même un livre, je trouve, intéressant. Et dedans, il parle d'une historienne, Claudia Moatti, donc, qui est une antiquisante et qui a étudié justement la République romaine et qui, dans le livre, ils disent qu'elle fait une critique des catégories justement de pensée de la République romaine et de la Rome antique. Donc oui, effectivement, c'est un truc qu'on retrouve chez les antiquisants ou les médiévistes, et peut-être même chez les modernistes, ou oui, martianistes d'ailleurs, enfin bon, il y en a plein. Mais je dois avouer qu'en contemporaine, j'en connais pas, et que par contre, si vous connaissez des historiens contemporains qui font ça, et qui ne sont pas Moïse Poston, ça m'intéresse, vraiment. Vas-y, Benoît. Oui, je voulais dire, s'il y a aussi une méfiance à l'égard de la critique de la valeur, c'est que c'est une critique qui revendique son autonomie par rapport à la praxis. Tu l'as dit tout à l'heure, très justement. Et c'est quelque chose qui peut expliquer une méfiance dans les milieux militants. La théorie critique n'est pas une marque de lessive. C'est-à-dire que c'est pas un mode d'emploi tout fait pour les luttes. Et, euh, et ça explique aussi pourquoi la critique de la valeur peut susciter une certaine méfiance. Pourtant, il est nécessaire de revendiquer l'autonomie de la théorie critique pour ne pas être autoritaire dans les luttes, mais aussi pour développer la radicalité propre à cette théorie critique qui est une théorie catégorielle. Et ça, c'est vachement important de le rappeler. Tu l'as dit très justement tout à l'heure, mais il faudrait peut-être insister dessus. Pourquoi l'autonomie de la théorie critique est quelque chose d'important? Et c'est ce qui fait aussi que c'est pas forcément une théorie critique qui va prendre facilement dans les luttes. Mais c'est nécessaire aussi d'en passer par là pour développer la radicalité propre de la théorie critique. Et ça, et pour aussi éviter de faire preuve d'autoritarisme à l'égard de la praxis, pour que la praxis puisse se développer sans forcément être sous la tutelle d'une théorie. Donc ces deux plans-là sont nécessaires et, euh, et c'est quelque chose qui ressort dans ton exposé qui était important et c'est pour ça que je vais revenir dessus. Bah, je te remercie. C'est vrai qu'effectivement, euh, moi, avant d'arriver à la Verte Critique, je fais mon mea culpa, mais je suis passé dans les marxismes traditionnels, n'est-ce pas? Et notamment, j'ai fait un petit tour au Parti communiste. Et bon, c'est vrai que le lien entre théorie et pratique, il est évident.
Et je trouvais justement, c'est vrai que tu as eu raison de revenir dessus, Benoît, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était déjà une force qu'avait Robert Kurz, justement, de se positionner directement en dehors de ce rapport qu'on a en permanence où en plus enfin, le côté pervers que ça a eu dans le marxisme-léninisme, c'est qu'il y a des sortes d'intouchables comme ça où on peut pas remettre en question certains auteurs ou remettre Lénine en question, c'est très compliqué ou pour ainsi dire même impossible quand on est dans un parti marxiste-léniniste. Et puis oui, de manière générale, l'absence de lien avec le mouvement social justement fait aussi qu'on ne se met pas, j'aime bien cette expression, il disait à la traîne du mouvement social, à lui courir après, voilà, il disait à lui courir après, parce que c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose qui se retrouve quand on essaie un peu de concilier la chèvre et le chou, comme on dit, et ça bride, voilà, ça bride la théorie critique dans tout le potentiel qu'elle peut avoir et que je trouve Kurz déploie magistralement, en tout cas pour l'instant, de ce que j'ai lu. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou préciser quelque chose, faire une remarque, une critique? Bon bah écoutez, je crois que si tout a été dit alors, je vais couper mon stream. Hop, voilà. Je vous remercie à tous d'être venus.